Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 11 consacré à une introduction au langage de programmation Haskell. Le but de cette vidéo c'est d'avoir un aperçu des fonctionnalités d'Haskell. Je ne retrouverai pas dans le détail, je ferai ça peut-être dans des prochaines vidéos. Alors Haskell c'est un langage de programmation fonctionnel. Ça construit un programme par imbrication de fonctions sans effet de bord. Donc une fonction ça prend une entrée ou une ou plusieurs entrées et des sorties et ça ne va pas modifier quelque chose qui ne sera pas précisé dans les entrées. Donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'on a du code plus sûr, puisque on va pas avoir d'effet de bord justement, et les langages fonctionnels sont souvent plus expressifs. On a du code qui est plus concis. Également, l'intérêt, c'est d'avoir des optimisations plus faciles à faire par le compilateur, puisqu'il suffit juste de voir les entrées et les sorties. À l'intérieur, on est sûr que la fonction ne peut pas faire des choses dangereuses. Alors, les langages de programmation fonctionnelle ne sont pas les plus utilisés, mais ils sont quand même bien adaptés pour tout ce qui est compilation, faire des langages dédiés ou du développement web côté serveur. Haskell c'est un langage de programmation fonctionnelle et il a deux particularités quand même, c'est qu'il est fonctionnel pur. Souvent les langages fonctionnels s'autorisent des effets de bord pour certains traitements bien particuliers. Haskell utilise d'autres mécanismes mais il reste tout le temps fonctionnel. Et Haskell est un langage à évaluation paresseuse. Donc c'est-à-dire que les expressions sont calculées uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et ça permet des constructions intéressantes comme des listes infinies par exemple. Donc là je vous ai mis quelques liens sur Haskell, je vous invite à y regarder. Alors, les notions de base d'Haskell. Donc, c'est les mêmes que pour les langages de programmation classiques. On va les voir dans l'interpréteur GHCI. Voilà, donc on a des valeurs classiques. Alors, une valeur, c'est vraiment une donnée de base qu'on peut manipuler. Par exemple, un entier, par exemple, du texte. Voilà, donc Haskell gère tout ça. Une expression, c'est tout simplement du code en Haskell qu'on peut évaluer pour avoir un résultat et donc une valeur. Donc, par exemple, si je fais une expression arithmétique, Haskell calcule cette expression et me fournit la valeur qui est le résultat. En Haskell, tout est typé. Donc je peux spécifier le type ici, par exemple la valeur 42, si je dis c'est un entier. Haskell est capable de le déduire automatiquement, mais je peux le préciser. Et donc il me dit s'il est d'accord. Par contre, si je lui avais dit tiens, c'est une chaîne de caractères, là il n'est pas content, il dit que non. Et donc pareil, si j'avais une chaîne de caractères, voilà. Là, je peux préciser que c'est une chaîne de caractères, il va me dire c'est bon. Et donc, toute expression a un type aussi. Donc, si je fais une expression arithmétique, je peux vérifier que c'est bien un entier en résultat. Et donc, une variable, c'est tout simplement un nom auquel on associe une valeur et qui a donc un type. Donc, si je donne le nom y égale et puis une certaine valeur, par exemple un texte, je peux demander est-ce que c'est bien une chaîne de caractères. Voilà, donc ça marche. Donc si je lui demande d'afficher Y, il m'affiche bien mon texte. Je peux même lui demander mon type. Le type de Y, il me dit bien que c'est une chaîne de caractères. Alors, quelques remarques sur Haskell. Les variables sont immuables. Donc, je vais passer par un fichier texte. Voilà, donc si je crée une variable, x égale 2 par exemple, et puis qu'après je veux changer la valeur de x, et ça va pas marcher. Alors je vais mettre une fonction main pour voilà. Donc si j'exécute ça, alors on va faire comme ça. Voilà. Donc il me dit x est redéfini et c'est pas possible. Donc il faut bien qu'une valeur je la définisse une fois et une fois seulement. Voilà, donc là ça marche, il m'affiche bien ma valeur de x. Alors Haskell calcule tous les types automatiquement, mais on peut aussi l'indiquer. Donc par exemple la valeur x ici, il a trouvé que c'était un entier, bon à peu près, mais je peux lui dire aussi x c'est de type entier, et souvent on le fait pour que ce soit plus lisible et pour servir de documentation. Donc Haskell vérifie qu'il est d'accord avec le type, et puis ça permet de détecter des erreurs. Donc là si j'exécute ça, voilà, il m'affiche toujours 2, pas d'erreur de compilation. Alors Haskell est sensible à l'indentation. Donc par exemple si je définis ici ma valeur x, je vais dire c'est y plus z, donc je passe par deux variables intermédiaires et je vais les préciser ici. Donc ici il faut que j'indente pour dire les symboles que je vais définir dans mon where, ils sont définis pour x uniquement. Donc je vais dire y égale 3, 2 par exemple. Et là il faut aussi que j'indente pour correspondre au même niveau que y. Voilà, donc là c'est une façon un peu moche de définir x qui aura la valeur 5. Donc si j'exécute ça,
Voilà, il m'affiche bien 5. Les variables et les fonctions commencent par une lettre minuscule. Donc ici, si je définis un y majuscule égale 2, alors je ne sais pas si ça va marcher avec l'évaluation paresseuse. Voilà, donc il me dit une erreur bizarre. En gros, c'est parce que y ici, il faut, si c'est une variable, il faut que ce soit une minuscule. Donc là, je mets une minuscule. Là, ça marche. Les parenthèses servent à définir les priorités d'évaluation. Alors notamment, c'est pas pour les fonctions qu'on a dans les langages classiques. Alors, pour définir une fonction, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors f de x égale x fois 2 par exemple. Donc voilà comment je définis une fonction. Ici, je peux mettre des parenthèses pour dire ce que je veux afficher. Et en fait, je ne vais pas faire f de 21 par exemple. On fera ça en langage classique, mais ici les parenthèses sont pas nécessaires, donc je peux l'enlever. Voilà, f de 21, et j'affiche ça. Voilà. Donc pas besoin de parenthèses pour l'évaluation d'une fonction. Également, on a un opérateur d'évaluation qu'on utilise. Donc ça veut dire cette parenthèse-là. Et je vais mettre un opérateur d'évaluation ici, et ça me dit tout ce qui est à droite, on l'évalue d'abord, et ça servira de paramètre à la fonction qui est à gauche ici. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit avant. Si je l'exécute, il va me faire le même résultat. On a des commentaires de fin de ligne. Donc ici, par exemple, je peux mettre un commentaire. On a un commentaire multiligne avec accolade moins. Donc ici, je peux écrire des trucs, et je ferme mon accolade. Voilà. Donc le compilateur ignore, et voilà, il m'affiche toujours le même résultat. Et voilà. Donc on a des types de base également, alors des entiers, des réels, des chaînes de caractères, qu'on peut spécifier explicitement pour typer nos symboles, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a aussi des types composés, donc notamment des tuples et des listes. Alors les tuples, c'est un type composé de plusieurs autres types qui sont en nombre déterminé et avec des types éventuellement différents. Donc par exemple ici, j'ai un type avec un entier et une chaîne de caractères. On met tout ça entre parenthèses et ça nous donne un tuple. La liste, c'est différent. Tous les éléments de la liste ont le même type. Donc, par exemple ici des entiers. Et la taille peut varier. Donc, je peux rajouter un élément, j'obtiendrai une autre liste qui aura le même type en fait. Alors, donc les fonctions, donc on a déjà vu comment ça marchait. Je vais virer ça. Donc par exemple une fonction pour ajouter deux éléments. Donc on écrit le nom de la fonction, le nom des paramètres, on peut mettre ce qu'on veut, et puis le corps de la fonction après un égal. Donc ajouter un paramètre x, un paramètre y, et comment je calcule ça avec l'expression x plus y. Je peux lui dire le type, donc le nom de la fonction avec un 2 points, et ici le type. Alors c'est un peu étrange cette syntaxe, je reviendrai dessus plus tard. En gros, ça veut dire que je prends un premier entier, un deuxième entier, et mon résultat final, c'est un entier. Donc voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de paramètres pour appeler la fonction. Donc je peux faire ici ajouter le nom de ma fonction, et je précise les paramètres. Donc, par exemple, 10 et 32. Et si j'exécute, voilà, il m'affiche bien mon résultat, 42. Voilà. Alors on a des fonctions anonymes. Donc par exemple ici, je peux créer une fonction anonyme, on appelle ça des lambda aussi. En gros, c'est juste ce petit le backslash ici pour dire c'est une fonction anonyme qui prend des paramètres. Alors par exemple un paramètre y et qui va fournir comme résultat par exemple y fois 2. Voilà, donc là j'ai défini une fonction. Évidemment, je ne peux pas l'imprimer, je ne peux pas l'afficher. Il faut que je l'évalue sur une valeur et que j'affiche cette valeur-là. Donc par exemple, si je mets la valeur 21, donc il définit ma fonction, il l'applique tout de suite et il affiche le résultat. Donc ça fait toujours 42. On peut définir des fonctions de façon un petit peu plus complexe que ça. Alors par exemple, si je veux définir 2 cas, je peux utiliser le if then else classique. Alors donc, imaginons que j'ai une fonction pour connaître la parité d'un nombre, est-ce que c'est pair ou impair. Donc, je vais mettre formater parité, je prends un entier et je retourne une chaîne de caractères pair ou impair. Alors donc avec un if,
on a un paramètre, et donc on va tester, est-ce que mon paramètre x est pair, alors on a une fonction qui fait ça qui s'appelle even, alors si c'est pair, je retourne la chaîne de caractères pair, sinon, je retourne la chaîne de caractères impair. Alors on remarque au passage que ma fonction doit renvoyer un string, donc dans les deux cas, je dois bien renvoyer une chaîne de caractères. Donc là j'ai défini ma fonction. Je vais la tester ici, formater parité. Alors ouais, on va faire ça. Donc on va tester 11, puis on va faire un autre affichage pour la tester. 12. Donc là il devrait m'afficher c'est impair et c'est pair. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Si j'ai plus que deux cas, ici j'avais deux cas, est-ce que c'est pair, est-ce que c'est impair. Si je veux tester par exemple si un nombre il est positif, négatif ou nul, et ben on peut faire un switch case comme d'habitude. Alors c'est pas tout à fait un switch case, donc on va appeler ça formater nombre. Donc je prends toujours un entier et je retourne toujours une chaîne de caractères. Donc j'ai un nombre x, donc c'est juste case, le mot-clé, et je regarde selon les cas de x. Alors est-ce que c'est... non, c'est pas ça. Donc si c'est 0, je renvoie le texte 0 ou nul. Ouais, on va faire ça. Ah oui, non, je dis n'importe quoi en fait. On va juste tester si c'est 0, 1 ou plusieurs. Allez, hop. 0. Si c'est 1, 1. Et si c'est autre chose, alors c'est otherwise. Et dans ce cas, je retourne plusieurs. Donc toujours pareil, hein, il faut que la valeur de retour soit du même type. Avec un S, ça ira mieux. Donc voilà. On va faire formater nombre. Donc 0, 1 et 3. Donc là, il doit m'écrire 0, 1 et 3. Et plusieurs, pardon. 0, 1, plusieurs, donc ça va fonctionner. Donc ça, le case ici, ça, on peut définir, donc ça définit une expression qui peut avoir plusieurs cas, et suivant les cas, on va avoir une valeur différente. Pour les fonctions, on peut faire ça de façon un peu différente avec le pattern matching, le filtrage par motif. Donc comment ça s'écrit? Comme ça. Si mon paramètre c'est 0, alors ma définition c'est la chaîne de caractères 0. 0. Si c'est 1, c'est 1. Et si c'est n'importe quoi, on va dire plusieurs. Et donc si j'exécute, je devrais avoir le même résultat. Ok. Donc le pattern matching. Et ah oui, voilà. Et donc une autre façon de définir des fonctions avec les gardes, donc c'est pour avoir une condition plus complexe sur les paramètres. Ici je teste juste, est-ce que le paramètre c'est 0, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est autre chose. Je peux tester, est-ce que c'est inférieur à quelque chose, est-ce que voilà, un prédicat aussi complexe que je veux. Donc je crée une fonction formatée nombre prime. Donc le prime ici c'est un symbole comme un autre en Haskell, on peut l'utiliser pour nommer des fonctions. Donc pareil, je prends un entier, je retourne une chaîne de caractères. Et donc j'ai un paramètre x et je vais filtrer ça avec un garde. Donc si mon x c'est 0, donc je peux l'écrire comme ça, alors ma fonction elle est définie par le texte 0. Donc ça va renvoyer le texte 0. On peut faire donc des conditions plus compliquées, par exemple si x est inférieur à 0. Donc là ma fonction elle renvoie négatif. Et sinon, donc ça veut dire que c'est positif, donc là je renvoie la chaîne positive. Donc là on va tester ça, je rajoute prime ici, puis là je vais mettre moins 1. Alors le moins 1 il faut le mettre entre parenthèses, sinon il ne fait pas bien la distinction avec l'opérateur de soustraction. Ok, donc 0, négatif, positif, a priori c'est bon.
Alors les fonctions en Haskell peuvent être récursives. Alors on va mettre un exemple classique, la factorielle. Donc la factorielle, c'est le produit des nombres de 1 jusqu'à n. Donc j'ai un nombre n, et classiquement je peux faire n fois la factorielle de n-1. Et évidemment, j'ai mon cas terminal qui est la valeur. Oula. Quand j'ai la valeur 1, et dans ces cas-là, il faut que je retourne 1. Donc si je veux typer ma fonction, je peux l'écrire ici, factoriel. Donc ça prend un entier, ça retourne un entier. Là, je vais tester factoriel. Alors, on va tester plusieurs. 1, 2, 3. Hop. Donc factoriel de 1, ça fait bien 1, fois 2, 2, fois 3, 6. Ok. Donc vraiment, les fonctions récursives, c'est quelque chose de très courant dans les langages fonctionnels. On ne peut pas avoir de boucle parce qu'il faut un compteur de boucle, et ça, c'est un effet de bord. Donc on a souvent des fonctions récursives. Alors là, le problème, c'est que ici, quand je fais mon appel récursif, il faut que j'attende d'avoir le résultat de l'appel récursif pour faire un dernier calcul et retourner cette valeur-là. Donc ça s'appelle la récursivité non terminale, et ça oblige à stocker la pile d'appels des fonctions. Donc ce qu'on peut faire, c'est passer par une autre fonction et faire de la récursivité terminale, et ça c'est optimisé, c'est beaucoup plus rapide. On n'a plus à stocker la pile d'appels. Donc souvent on passe par une fonction auxiliaire qui va prendre un accumulateur et un nombre qu'on est en train de calculer. Donc en fait je vais faire ma récursivité là-dessus, donc si c'est 1, j'envoie, alors non pas 1 mais l'accumulateur, et si j'ai autre chose, et ben j'envoie ici donc l'appel récursif, l'accumulateur, je vais le multiplier par le n que j'ai là, et mon appel récursif je le fais sur n-1. Voilà, et donc du coup ma factorielle, c'est tout simplement, j'appelle ma fonction auxiliaire avec l'accumulateur initialisé à 1 et la variable n ici. Donc ça c'est en récursivité terminale, je teste si ça fonctionne. Ok. Et souvent en fait ce qu'on fait, c'est cette fonction auxiliaire, elle est utilisée que pour cette fonction factorielle, donc j'ai pas besoin de la mettre ici. Donc ce que je fais, je vais la définir localement. Where. Voilà. Donc là elle n'est pas accessible à l'extérieur, puisqu'à priori elle n'a pas nécessité d'être utilisée de l'extérieur. Donc je regarde si ça marche quand même. Ok. Alors ce qu'on peut remarquer là, c'est que ce paramètre ici, là j'explique comment faire le calcul sur une variable n. En fait, je pourrais dire tout simplement, ma fonction factorielle, c'est la fonction auxiliaire ici, avec le premier paramètre initialisé à 1. Donc je ne suis pas obligé de mettre le n ici. Voilà, ça fonctionne quand même. Et donc ça c'est permis grâce aux fonctions d'ordre supérieur. Donc une fonction d'ordre supérieur, c'est une fonction qui retourne une autre fonction. En fait, si je reviens sur ma fonction de tout à l'heure ajoutée, donc je vais la réécrire, xy égale x plus y. Son prototype c'était un truc comme ça. Donc, je prends un entier, je prends un deuxième entier, et je retourne, voilà, et je retourne un entier. Alors je vais le mettre là en commentaire. Voilà. En fait, une autre façon d'écrire ça, c'est de dire, j'ai une fonction qui prend un argument et qui retourne une fonction qui elle-même prend un argument et retourne un résultat. Et donc en fait, je pourrais dire ma fonction ajoutée de nombre, c'est tout simplement une fonction qui prend un x et qui retourne une fonction qui prend elle-même un y et renvoie x plus y. Ça j'ai plus besoin. Et je vais tester ici. Voilà. Voilà, 42.
Donc on a bien une fonction d'ordre supérieur en fait. Elle prend un paramètre et renvoie une fonction. Et donc toutes les fonctions avec plusieurs paramètres, bah, c'est tout simplement des fonctions d'ordre supérieur qui renvoient des fonctions. Donc avec juste le mécanisme, j'ai une fonction avec un paramètre et je renvoie quelque chose, et bah, je peux quand même représenter toutes les fonctions que je veux, même si j'ai plusieurs paramètres. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on peut faire des choses assez sympas, comme de l'évaluation partielle. Donc là le prototype, celui-là, c'est exactement le même que celui-ci. Et la définition, c'est la même chose en fait. Non, je vais garder l'autre, elle est plus simple. Donc l'évaluation partielle, c'est quoi? C'est tout simplement, au lieu de prendre un paramètre ici, je vais fixer ce paramètre là, et ça va m'envoyer directement une fonction. Donc comment on peut faire ça? Si je fais ça, ajouter 42, donc c'est une nouvelle fonction, qui va prendre un entier et retourner un entier. Alors je pourrais faire y, et dire c'est ajouter de 42 y. J'ai oublié le 42 ici. Voilà, donc là si je fais ça, je dis juste la fonction ajouter 42, elle prend juste un paramètre y, elle appelle la fonction d'avant ou le premier, le x ici, je le fixe à 42, et le deuxième paramètre, c'est le paramètre de la nouvelle fonction que je suis en train de définir. Donc en fait, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, je peux enlever le y ici. Et ça veut dire quoi ce truc là? Ça veut dire la fonction ajoutée 42, c'est la fonction ajoutée auquel on a fixé la première valeur à 42. Et évidemment, il reste ici, ça me renvoie ça, en fait, j'ai fixé juste cette valeur-là, et ça me renvoie donc une fonction ici. Donc je manipule directement des fonctions, plutôt que de détailler explicitement tout le calcul. Donc si maintenant, je la teste, hop là. Voilà, donc j'appelle la fonction ajoutée 42 sur la valeur 10. Voilà, il me renvoie bien 52. Alors, autre mécanisme intéressant, la composition de fonctions. Alors imaginons j'ai une fonction x2. Alors donc je vais l'écrire comme ça, donc ça prend un x et ça retourne x fois 2. Une fonction plus 1 qui pareil prend un paramètre x et renvoie x plus 1. Je pourrais faire une fonction maintenant x2 plus 1. x2 plus 1. Qui prend une variable, un paramètre x et qui me retourne donc x2 de x, et tout ça j'appelle le plus 1 devant. Donc en fait j'ai relié ici j'ai un paramètre x que je passe dans la fonction x2, le résultat de ce truc là je le passe dans la fonction plus 1. Donc si je teste, alors x2 plus 1, 3, donc 3 fois 2 ça devrait faire 7. Impeccable. Voilà. Donc là j'ai expliqué comment faire à partir d'une variable x le calcul en appelant la première fonction, puis sur ce résultat-là en appelant la deuxième fonction. Donc ça correspond à la composition de fonctions, c'est-à-dire je relie la sortie de x2 à l'entrée de plus 1. Donc je peux manipuler directement les fonctions. Donc j'enlève tout ça. Et ici, la composition, c'est comme en maths, c'est noté par un point en Haskell. Donc vraiment, je connecte la sortie de ça dans l'entrée de cette fonction-là, et ça me donne une nouvelle fonction. Et c'est exactement équivalent. Donc si si j'exécute, ça me donne bien la même valeur. Okay. Et donc tout ça, ça fait ce qu'on appelle la notation point free. Donc le point ici, c'est un point du domaine. Donc ici, ma fonction elle est définie pour deux entiers ici. Donc x et y, ce sont des points du domaine de définition. Et là, j'explique vraiment comment calculer à partir des points du domaine. Quand je commence à créer des fonctions ici par évaluation partielle ou par composition de fonctions, j'ai pu, ici c'est des fonctions, donc x2 plus 1 c'est bien une fonction, mais je n'utilise pas le point du domaine. Donc on dit c'est notation point free, sans point du domaine, on manipule directement des fonctions. Donc ça permet d'avoir du code plus concis pour définir nos fonctions. Ok, alors donc les listes. Donc en programmation fonctionnelle, les listes sont très importantes parce que c'est ce qui permet d'avoir des collections des ensembles de données. C'est l'équivalent des tableaux en programmation impérative. Donc on a un opérateur de base qui est l'opérateur de points. Donc je peux définir une liste L par exemple, et c'est par exemple la valeur 1 auquel je vais ajouter la liste vide. Et ça me fait une liste d'entiers. Donc je vais donner son type ici, et puis je vais l'afficher.
Bon, c'est pas nécessaire de mettre le... Voilà, qui m'affiche bien la liste 1. Alors j'aurais pu écrire directement 1 ici, hein. Ou alors si je veux déjà rajouter une autre valeur, hop, il me construit la liste avec l'élément 1, l'élément 2. Donc cet opérateur de points, il permet vraiment d'ajouter un élément du type de la liste à une liste qui contient éventuellement des éléments de ce type. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous permet de définir des fonctions, notamment des fonctions récursives pour traiter des listes. Donc imaginons que j'ai une fonction doublée qui double les éléments d'une liste. Donc en entrée j'ai une liste d'entiers, en sortie j'ai une liste d'entiers, mais dont les éléments seront multipliés tous par 2. Alors donc, je vais faire ça par pattern matching. Donc, ça c'est un schéma très très courant qu'on a en programmation fonctionnelle pour traiter des listes, hein. Une fonction récursive, une liste en paramètres, je traite le cas terminal qui est la liste vide, et je vais avoir une liste avec au moins un élément, et l'appel récursif, et je vais détailler ça après. Donc si la liste est vide, la liste des éléments doublés c'est aussi une liste vide. Sinon, filtrage par motif, ça veut dire que j'ai un premier élément x qui est construit avec le reste d'une liste, donc souvent on appelle ça x2.xs. X parce que c'est un élément, un élément x, et xs parce que c'est plusieurs ou 0 éléments de type x aussi. Donc ça c'est une liste avec un élément et quelque chose derrière qui peut être une liste ou une liste vide. Donc si j'ai au moins un élément, je vais reconstruire une liste où j'aurai multiplié le premier élément par 2. Donc je multiplie le premier élément par 2 et je reconstruis une liste, et le reste de ma liste c'est tout simplement l'appel récursif sur la queue de liste. Et donc si maintenant je fais un affichage de ça, doublé, puis je vais le faire sur la liste des nombres de 1 jusqu'à 4 par exemple. Ah, je me suis trompé quelque part. Oui, c'est pas... Voilà, donc il a fait 1, 2, 3, 4, il a multiplié tout ça par 2, ça me fait bien la liste de 4, 6, 8. Donc ça c'est un schéma vraiment très classique, hein. En programmation impérative on aura un tableau avec une boucle dessus. En programmation fonctionnelle on a souvent une liste avec une fonction récursive dessus. Et donc cette fonction doublée que je viens de faire, elle suit un schéma très très classique qui est, j'applique une fonction sur chaque élément de la liste et j'obtiens une nouvelle liste avec la fonction appliquée. Ça s'appelle un mapping. Donc en fait, ce que je pourrais faire, ma fonction doublée, j'aurais pu tout simplement dire, donc je veux doubler une liste L, et c'est mapper la fonction qui à x retourne x fois 2 sur ma fonction L. Donc ça, je supprime. Voilà. Donc ça me donne toujours le même résultat. Fonction d'ordre supérieur, donc ça je peux l'enlever. Si je manipule directement les fonctions, je fais une évaluation partielle de map où je précise juste la fonction appliquée, j'ai pas besoin de préciser la liste. Donc ça, si j'exécute, ça marche. Et également ma lambda, j'ai un raccourci d'écriture en Haskell, je peux écrire directement multiplié par 2. Ça fait la même chose. Voilà. Donc quand on veut manipuler des listes, hein, soit on le fait avec une fonction récursive, on peut faire tout ce qu'on veut avec, mais si c'est juste une fonction appliquée sur chaque élément de la liste, on a le map qui va bien. Également, comme fonction qui va bien, on peut faire un filtrage, c'est-à-dire que je vais regarder dans ma liste tous les éléments, et je vais retenir seulement ceux qui vérifient une certaine condition, un certain prédicat. Alors par exemple, si je veux retenir les éléments pairs d'une liste, alors j'ai une liste d'entiers, je retourne également une liste d'entiers, et je vais récupérer uniquement ceux qui sont pairs. Donc comment je définis ça? Le filtrage c'est filter, et le prédicat, ici c'est tout simplement la fonction even pour savoir si c'est pair. Donc là j'aurais pu mettre une lambda hein, qui prend un x et qui retourne est-ce que even x retourne bien vrai, et j'aurais pu passer la liste ici et la mettre aussi à la fin, mais j'ai pas besoin. Donc je vais la tester ici. Voilà. Donc là il a construit la liste 1, 2, 3, 4 et il a retenu uniquement les éléments qui étaient pairs, donc 2 et 4. 1, 2, 3, 4 et il a retenu ceux qui étaient pairs. Donc voilà, le filtrage c'est un calcul très classique, une opération très classique sur des listes. Enfin la dernière c'est la réduction.
Donc là, l'idée c'est de faire un calcul où je vais prendre successivement chacun des éléments de la liste, faire un petit calcul là-dessus et mettre à jour une valeur résultat. Donc par exemple, on peut faire une somme. Alors comment j'écris ça Une fonction somme. Ça prend une liste d'entiers et ça renvoie un entier. Donc la fonction qui fait ça, c'est fold. Bon, il y a plein de choses à dire sur fold, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc je lui passe donc en gros, je lui passe une fonction ici, une lambda, et une valeur de mon résultat initial. Alors oui, ça va être 0. Donc ça, c'est mon accumulateur, mon résultat final. Initialement, il vaut 0. Et maintenant, je lui dis dans la lambda que je lui passe ici, comment on met à jour cet accumulateur quand on applique successivement sur chacun des éléments de la liste. Donc l'accumulateur d'abord, un élément de la liste, et je retourne mon calcul. Donc ici, c'est l'accumulateur plus l'élément de la liste. Donc là, on va tester. Voilà, donc il renvoie bien 10. Bon, on peut... non, on peut pas, c'est bien comme ça. Alors ici. Ici, en fait, je peux remplacer directement par l'opérateur plus. Voilà, ça me donnerait le même résultat. Enfin, sur des listes, on a un outil très pratique, c'est les listes en comparaison. Alors, je vais supprimer tout ça. Moi, je vais même l'afficher là directement. Alors, donc, c'est une liste. Et dedans, je peux définir, comme la définition des ensembles en maths, en fait. Par exemple, si je veux la liste des tuples à deux éléments, donc x, y, je l'écris directement comme ça. Hop. Tel que x appartient aux entiers de 1 jusqu'à 10, par exemple. Y appartient donc de 1 jusqu'à 10 aussi, mais en partant de x, comme ça évitera les doublons. Et tel que x plus y est égal à 12. Donc je peux écrire directement ça en Haskell, et il me retourne la liste des tuples qui correspondent à ça. Donc le premier tuple ici, de 10, effectivement la somme fait bien 12. Le deuxième pareil, 12, 12, 12. Et donc là-dedans, j'ai une génération d'un premier nombre x et d'un nombre y. Il fait le produit cartésien de tout ça. Il vérifie ici une condition de filtrage. Et une fois qu'il a sélectionné les éléments qui correspondaient, il applique ce mapping ici, cette fonction, pour calculer chaque élément de la liste. Alors, est-ce qu'elle permet de définir des modules? Ici, j'ai tout écrit dans un fichier à chaque fois, mais je peux écrire un autre fichier. Alors, par exemple, je vais faire un module pour mettre une fonction doublée dedans. Donc, voilà. Et donc, maintenant, je vais définir un nouveau module. Mon module s'appelle doublé, avec une majuscule. Et un where, ici, tout le code Haskell que je veux mettre dans mon module. Donc, par exemple, une fonction doublée avec une minuscule. On va dire, c'est ce qui multiplie par 2. Voilà, on va même la typer. Voilà, elle fonctionnera pour des entiers. Donc maintenant, si je reviens dans mon programme principal, je peux importer mon module avec import, doublé. Et là maintenant, j'ai accès à ma fonction doublée. On va pas faire ça. Donc si je veux tester doublé 21, là je l'appelle. Et ça met bien ma valeur. Bon, après, il y a plein de façons d'apporter le module. Hein. On peut redéfinir des noms, sélectionner des fonctions à importer et pas d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà pour les fonctionnalités de base d'Haskell. On va voir quelques fonctionnalités un peu plus avancées maintenant, notamment les types et les classes. Alors, ça je supprime. Donc en Haskell, on peut définir de nouveaux types. Le mot-clé c'est data, et par exemple, si je veux définir des formes géométriques, je peux faire un type forme. Donc si je mets le nom de mon nouveau type, il faut que ce soit avec une majuscule. Et ici, je vais mettre les valeurs que peut prendre mon nouveau type. Donc par exemple, je vais gérer des carrés et des rectangles. Et là, je vais écrire un truc pas très propre, mais j'expliquerai après. Voilà. Ok. Donc maintenant,
Ouais. Donc si je veux définir une forme 1, donc c'est de type forme, et ma forme 1, bah, ce sera un carré par exemple. Je peux faire ça, et puis après je peux afficher ma forme 1. Il devrait m'afficher que c'est un carré. Voilà. Donc on peut également ajouter des données sur ces valeurs-là. Par exemple, si j'ai un carré, j'aimerais bien avoir la taille le côté du carré. Donc, je vais dire il y a un flottant également. Float. Et pour un rectangle, bah, il y aura un flottant pour la largeur et un autre pour la hauteur. Donc on va faire ça comme ça. Et donc maintenant, si je définis un carré, et bah, il faut bien que je précise ici son côté. Donc en fait, ça s'appelle un constructeur de type et c'est également une fonction. Alors par exemple, on va mettre 2. Voilà, il me dit c'est un carré et son paramètre flottant, il a pour valeur 2. Et si je voulais mettre un rectangle, paf, rectangle 2 et 3. Donc voilà, alors qu'est-ce qui est intéressant maintenant là-dessus, c'est que bah, on va pouvoir faire des fonctions qui vont manipuler ce nouveau type. Alors par exemple une fonction pour calculer la surface. Calculer surface. Alors le type, c'est là que c'est intéressant, c'est une forme, le nouveau type que je viens de définir, et ça va retourner un flottant. Donc voilà, maintenant comment je fais mes calculs, bah, je vais faire du pattern matching. Donc si d'abord j'ai un carré avec un côté C, comment je fais mon calcul, bah, c'est C fois C. Et pareil, pour calculer la surface d'un rectangle, donc j'aurai un rectangle, j'aurai une largeur, une hauteur, et le résultat c'est la largeur fois la hauteur. Ok, donc je vais tester ça. Oula. Calculer surface. Donc on va prendre un carré. Alors ouais tiens. Je peux faire ça aussi. Carré 2. Et puis pareil pour un rectangle. Hop, 3. Donc là l'opérateur d'évaluation, c'est la même chose de mettre des parenthèses ou de mettre l'opérateur d'évaluation qui me dit bah tu calcules tout ce qui est à droite là. Si tu passes ça en paramètre à cette fonction là et tout ce truc là, bah, le résultat ce sera passé en paramètre de la fonction là. Voilà, donc 4 et 6, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Donc ça a l'air de fonctionner. Et il a vérifié à chaque fois, bah, c'est un carré ou c'est un rectangle avec le pattern matching sur ma fonction. Alors, ok. Alors une autre fonctionnalité intéressante, c'est au niveau du typage, c'est la généricité ou les types paramétriques. Imaginons j'ai une fonction qui renverse une liste, c'est-à-dire qu'il la met dans l'autre sens. Donc j'ai une liste d'entiers. Je retourne toujours une liste d'entiers, mais le premier élément sera en dernier, réciproquement, etc. Alors donc, je peux écrire ça avec une réduction. Donc il faut que je fasse accumulateur, l'élément, et je vais retourner l'élément auquel j'ajoute. Voilà. Donc je la teste ici, renverser donc la liste des entiers de 1 jusqu'à 4 par exemple. Voilà. Oups. J'ai oublié l'accumulateur, sa valeur initiale, donc on va mettre les listes vides. Voilà, donc la liste 1, 2, 3, 4, il a renversé, ça me fait bien 4, 3, 2, 1. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est si ici j'applique ma liste non plus sur 1, 2, 3, 4, mais sur des flottants, donc 1.0 et 2.0 par exemple, donc ça c'est des flottants, c'est plus des entiers, et donc ça va pas lui plaire, et il va râler, voilà. En fait, si je voulais la redéfinir pour des flottants, ce serait exactement la même chose, mais au lieu de mettre int ici, j'aurais mis float. Donc ce que je peux faire, c'est dire, au lieu que ce soit des entiers ou des flottants, c'est un type que j'appelle A qui peut être n'importe quoi. L'important, c'est que ce soit des listes de ce type A et que ce soit le même entre le paramètre et la sortie. Donc si je fais ça, ma fonction a donc des types paramétriques ici, et elle fonctionne pour tous les types qui correspondent. Donc ici des entiers, ici des flottants. Et même en fait, les chaînes de caractères, donc si j'écris le caractère A, le caractère B, et
et ben ça fonctionne, hein. Mais en fait c'est exactement la même chose que de faire la chaîne AB ici. Voilà. Ok. Donc si je reviens à ma fonction doublée de tout à l'heure, donc j'avais fait une fonction comme ça. Je prends un entier, je retourne un entier, et doublé, c'était x2. Alors je vais peut-être l'écrire complètement, tiens. X fois 2. X. Donc voilà. Je l'appelle ici pour tester. Ok, 42, tout va bien. Donc pareil, hein, je pourrais mettre, si je voulais la mettre pour des flottants, en fait 2 ça peut être un entier, mais ça peut être aussi un flottant. SQL va déterminer automatiquement à quel type ça correspond. Donc si je voulais la mettre pour des flottants, je pourrais mettre float ici. Et donc là, W21, il va me mettre 42.0. Voilà. Donc je me dis encore, bah tiens, je pourrais mettre un type paramétrique de A. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas marcher. Parce que il fait une opération particulière dessus, qui est la multiplication, et qui n'existe pas pour tous les types A. En fait, il faut que je lui dise ici, ok, ma fonction doublée, elle fonctionne pour tous les types A qu'on veut, du moment que il y a l'opérateur arithmétique multiplication ici qui existe. En fait, ça correspond à une classe de type, un ensemble de types, hein. C'est pas comme les classes en programmation objet, c'est l'ensemble des types qui ont cet opérateur-là, et cette classe, elle s'appelle num, c'est les nombres. Donc ma fonction doublée, je vais l'écrire complètement, ça s'appelle une contrainte de type, et comment on lit ça? On dit juste ma fonction doublée, c'est une fonction qui prend un A et retourne un A, où A est un type de la classe num, pour lequel il y a la multiplication dedans. Donc là, ça va marcher pour des entiers, et ça va marcher pour des flottants aussi. Donc type paramétrique, mais avec une certaine contrainte. Voilà, donc 42, là c'est un entier, et là c'est un float 42.0. Voilà. Donc il y a plein de classes prédéfinies dans Haskell, hein, donc notamment les nombres, comme on a vu, comme je viens de voir là tout à l'heure, tout de suite. Donc la classe num a défini ces opérations-là, et les types int et float de Haskell sont dans cette classe-là. Donc je peux utiliser la classe num pour dire c'est un entier ou un flottant ou autre chose, et utiliser ces types-là. On a également la classe show, qui définit la fonction show avec un S minuscule ici. Et ça, c'est tout ce qu'on peut afficher. Donc dès que je fais un print, en fait, il va appeler cette fonction-là et afficher le résultat, une chaîne de caractères. Donc les types int, float et string, ils sont déjà dans la classe show. Et on a également une classe pour l'égalité, où il y a l'opérateur d'égalité et l'opérateur de différence. Et pareil, une classe int, float et string sont des types de cette classe-là. Alors, imaginons que je veux définir... voilà. Ici, j'ai dit... ma forme en fait, je veux que Haskell puisse l'afficher. Donc là par défaut il me dit bah, ok, le nouveau type je le mets dans la classe show, et puis la fonction show qui doit correspondre, je mets une fonction par défaut. Haskell fait ça automatiquement. Il n'est pas toujours capable de faire ça, ou si je veux définir ma propre fonction show, je peux le faire. Donc j'enlève ça, je vais définir ici ma fonction show pour que forme appartienne à la classe show et que je puisse faire un print dessus. Donc pour faire ça, bah, on va faire une instance de classe. Donc le mot-clé instance, je dis dans la classe show, j'ajoute le type form, où et ben là je vais mettre toutes les fonctions qui vont bien pour que form puisse vraiment implémenter toutes les fonctions de la classe show. Alors ici j'en ai qu'une, c'est la fonction show. J'ai pas besoin de remettre son type parce que donc en fait ce serait ça, hein, mais dans la définition de la classe, on verra ça plus tard, c'est évident en fait. Donc ce serait un truc comme ça, mais je suis pas obligé de le mettre. Oula. Donc bah, comment je définis ma classe show? Bah, je vais faire un filtrage par motif classique. Donc si c'est un carré, il a un côté C, et je vais retourner comme chaîne de caractères carré de côté. Ici j'ajoute le carré que j'aurais converti en chaîne de caractères. Donc ici c'est un float. Float, il a déjà comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans la classe show, donc il est capable d'être converti en chaîne de caractères. Donc je peux concaténer ça à ma première chaîne ici, et ça va marcher.
Donc ça, rectangle, WH. Ouais, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait là. Rectangle. On va faire ça. Donc je vais ajouter, je vais afficher la largeur. Puis ici, un truc comme ça. Et on va afficher la hauteur. Ok, donc le carré. 2. Et ici un rectangle de 3. Voilà, donc carré de côté 2, rectangle 2 x 3. Alors, voilà. Donc voilà comment on instancie un nouveau type d'une classe qui existe déjà. On peut également définir nos propres classes. Alors imaginons que je veux faire une classe de tout ce que je peux, tous les types dont je peux calculer l'aire. Donc le mot-clé c'est classe. Je vais appeler ça surfaçable. Allez hop. Donc j'ai une nouvelle classe qui s'appelle surfaçable, qui prend un type A et qui définit les fonctions dont que je vais lister ici. Alors on va dire que c'est une fonction surface. Son type c'est, elle prend un objet du type que je suis en train de définir ici dans la classe, et ça renvoie un flottant, donc l'aire de la surface. Voilà. Donc voilà, j'ai défini ma classe. Maintenant je peux instancier cette classe-là pour ma forme. Donc la syntaxe, c'est comme d'habitude, hein, comme j'ai fait pour la classe show, surfaçable forme, where, puis la liste des fonctions. Donc ici, la fonction c'est surface, et il faut que je définisse ma surface pour toutes les valeurs possibles de forme. Alors ici en fait c'est exactement la fonction calculer surface, donc je veux dire la fonction surface c'est calculer surface, qui est définie pour forme. Et donc du coup, je peux faire calculer la surface de mon carré, et je peux le faire aussi, toujours avec la fonction calculer surface qui existe là. Hop, qui m'affiche bien 4 à chaque fois. Alors, quel est l'intérêt de faire cette classe-là? C'est qu'après, je vais pouvoir faire des fonctions avec des contraintes de type qui vont marcher pour toutes les formes, pour tous les types surfaçables, que ce soit des formes ou autre chose. Je pourrais instancier ma classe surfaçable sur complètement d'autres types, voire même des types qui existent déjà, et ma fonction va marcher. Alors, par exemple, si je veux calculer les surfaces d'une liste de formes, ou d'une liste d'éléments surfaçables, on va faire ça comme ça. Donc, on va l'écrire explicitement d'abord. Donc j'ai une liste de formes. Je veux calculer leur R. Ça va être une liste de flottants. Et donc ma fonction, c'est tout simplement le mapping de la fonction, par exemple, calculer surface. On va faire ça. Donc calculer surface, ça existe pour la classe forme. Donc j'applique bien sur chaque élément de ma liste, donc c'est un forme, j'applique cette fonction là, ça m'envoie un float et je construis une nouvelle liste avec ça. Donc je peux faire ça, et je vais faire les surfaces, ça joue bien S là-haut, de la forme carré et de la forme rectangle de 3. Donc là j'ai une liste de formes, je calcule les surfaces qui correspondent, il va m'afficher la liste avec les aires qui correspondent. Donc voilà, 4, 2 x 2, 4, et 3 x 2, ça fait bien 6. Donc tout va bien. Maintenant l'intérêt d'avoir défini ma classe ici, c'est qu'au lieu que ce soit vraiment une forme, ça peut être n'importe quoi du moment que c'est deux classes surfaçables. Donc je l'écris comme ça, surfaçable A, contrainte de type. Et donc ici la fonction, c'est pas calculer surface, parce que ça c'est défini pour forme, c'est surface qui est définie pour, pour tous les éléments de la classe surfaçable. Donc ça veut dire vraiment, surface c'est une fonction qui prend une liste de A et qui renvoie une liste de flottants, où A est de type surfaçable. Et donc surfaçable c'est une classe qui est définie ici, qui a bien une fonction surface, donc que je peux utiliser ici pour ma fonction de mapping. Donc voilà, on va tester quand même. Oula. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner.
Alors, enfin, une fonctionnalité... Ouais, je vais supprimer tout ça. Ok. Une fonctionnalité dont on a très souvent besoin, c'est les entrées-sorties. Alors, les entrées-sorties, typiquement, c'est un effet de bord en programmation impérative. On a une fonction qui prend rien, qui va faire un affichage à l'écran et qui va faire des saisies au clavier. Et elle a besoin d'aucun paramètre pour faire ça. Comment on gère ça avec Haskell, qui est un langage purement fonctionnel? Et bien en fait, le type de la fonction main, c'est ça, c'est io et des parenthèses. Donc en gros, ça veut dire, c'est une fonction qui peut faire des entrées-sorties et qui peut renvoyer une valeur. Ici, on dit, bah, ça renvoie rien. Alors, donc je vais écrire ça là. Ouais. Donc dans Haskell, on peut afficher des valeurs avec les prints. On peut aussi, il y a une fonction putTestr, et je vais rajouter une ligne pour afficher du texte, par exemple. Donc on va faire ça. Voilà, donc là j'affiche un texte à l'écran, et puis j'affiche un autre texte, ou non, je vais afficher une valeur, tiens, print 42. Voilà, donc ça correspond, on a l'impression que c'est du code impératif, où je liste des instructions à faire séquentiellement. Et c'est effectivement ce qui a l'air de se produire. En fait, cette notation là, do, elle fait ça, mais dans un cadre un peu particulier que je vais expliquer tout à l'heure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc on peut faire des entrées-sorties comme ça, et on peut également, donc là j'ai deux sorties, on peut avoir des entrées. Par exemple, j'ai la fonction getLine pour saisir un texte au clavier. Et donc je vais mettre ça dans une variable L par exemple, et ça s'écrit comme ça. Donc ça veut dire appeler la fonction getLine, ça va renvoyer une entrée-sortie avec une valeur ici, de type string, et je vais extraire cette valeur string et la mettre dans L. Donc après, elle, bah, je peux l'afficher directement, remettre putTestr, ça évitera qu'ils mettent les guillemets autour. Voilà, donc il m'affiche mon premier texte, je peux entrer du texte, j'appuie sur entrée et il me raffiche mon texte. Donc voilà. Ok, je vais peut-être remettre la fonction ici renversée que j'avais tout à l'heure. Ouais. Donc ça prenait, on va la spécifier, un string, ça renvoie un string. Ouais. Alors donc en fait la fonction renversée elle existe déjà en Haskell, elle s'appelle reverse. Ok. Et donc ce que je peux faire ici, hein, bah, comme d'habitude, reverse de L. Donc là il va me saisir un texte au clavier, il va m'afficher la version renversée. Donc Bepo, il a bien renversé. Ok. Donc là, on a l'impression que c'est de l'impératif, mais en fait, non. En fait, ces entrées-sorties là, c'est fait par un mécanisme qu'on appelle les monades. Donc en gros, c'est juste un design pattern pour faire le rapprochement entre la programmation et un objet, qui représente la notion de séquence et de composition. Donc c'est vraiment ce qu'on voit dans cette notation-là. Hein. Je vais faire d'abord ça, puis ça, puis ça. Et éventuellement, si j'ai une valeur à transmettre d'une instruction à une autre, donc c'est ce qui se passe ici, le L je le réutilise ici, et ben je vais pouvoir le transmettre avec les monades, il y a une fonctionnalité pour faire ça. Alors ces fonctionnalités c'est quoi? Une monade en Haskell c'est implémenté par une classe de type qui définit cet opérateur là, qu'on appelle bind, cet opérateur ici qu'on appelle zen, et une fonction return. Donc en fait, la monade elle permet d'introduire la notion de séquence ou de composition. La composition c'est avec le bind, parce que je fais une fonction, le résultat qui est produit, je vais le fournir à l'instruction suivante. Et si j'ai pas besoin de cette valeur-là, bah, je peux faire directement un zen. En fait, c'est même implémenté les bind et zen. Je peux implémenter le zen avec un bind. En fait, j'ai pas besoin de celle-ci directement, mais elle est bien pratique. Le return, c'est ce qui permet de mettre une valeur dans une monade. Donc la notation do, hein, c'est juste un raccourci syntaxique. On va voir ce que c'est comme raccourci. En fait, au lieu d'écrire ça, je vais le remettre ici. Donc en fait, ça reviendra à faire bah déjà je vais faire mon putTestr machin hein. J'affiche hello, il y a un résultat qui est produit mais je m'en fiche, j'en ai pas besoin, donc je mets l'opérateur zen, je vais faire un getLine, donc là ça me récupère une valeur, c'était ce que j'avais mis le L ici, et je vais le binder dans l'instruction suivante qui est ici un reverse de ce truc là, enfin plutôt un putTestr machin. On va faire un affichage d'abord. Voilà.
Donc on va faire ça dans un premier temps. Celle-là je l'appelais mainprint, comme ça il compilera. Donc là, j'affiche un message, je récupère une ligne, et le résultat de cette ligne-là, je la passe à un autre affichage directement. Donc il me fait mon affichage, je lui renvoie, je lui saisis un texte, et il me raffiche mon texte. Et donc si je veux renverser, eh ben, il suffit juste, au lieu de l'afficher directement, que je le passe déjà par ma fonction renverser. Donc composition. Et voilà. Ok. Et donc, alors, au lieu de mettre de la composition, en fait, comme j'ai fait ici, donc ça c'est une fonction pure, hein, c'est une fonction Excel classique qui fait pas d'effet de bord. Je pourrais la définir en fait comme une fonction qui va renvoyer, qui peut faire des entrées-sorties et qui va renvoyer une valeur de type string. Donc ça s'écrirait comme ça. Ici, il faudrait que alors, on va l'écrire. Voilà, donc mon string, je fais un reverse dessus. Oula, un reverse dessus, et le résultat de ce truc-là, je le return. Donc je pourrais faire un truc comme ça là. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est directement de la composition. Voilà, donc renverser, c'est tout simplement appliquer la fonction reverse. Donc ça me renvoie un string. Et ce résultat-là, je le mets dans une fonction return qui va me remettre tout ça dans une monade de type io ici. Donc si je définis mes fonctions renversées comme ça, ça veut dire que le résultat de mon getLine, je peux le passer. Alors je vais le faire plutôt ici. Voilà. Donc si je veux le faire avec la notation do, j'ai pris un getLine. Je vais maintenant définir une fonction, une variable L' qui va être l'application de ma fonction renversée. Ici, sur ma variable L que j'avais juste au-dessus. Donc ça me renvoie bien une monade, donc je vais bien extraire la valeur pour avoir dans le L et passer ici directement ma valeur L'. Bon, ça on verra après. Et ça je supprime. Voilà. Ok, donc il attend un texte, je renvoie un texte, il renverse, il met ça dans L' et il affiche L'. Et donc si je veux écrire ça sous forme de monade sans la notation do, et ben je fais mon affichage, j'ai pas de valeur, je passe directement à getLine, je récupère une valeur L que je vais passer à la fonction suivante, renverser, donc là je peux passer directement à renverser, et le résultat va être extrait ici, passé L', qui va être passé à la fonction suivante, donc de nouveau un bind directement dans put strln, et donc ça je peux le supprimer. J'exécute, il m'affiche quelque chose, et il m'affiche bien le renversement. Donc voilà le principe des monades ici, c'est que je peux composer vraiment mes fonctions en restant dans le cadre des monades. Et du coup, ici, si j'avais d'autres choses à faire, si par exemple je voulais faire un affichage intermédiaire, j'aurais pu le faire. On peut le tester d'ailleurs. Donc là, il faudra faire tester, on va faire renverser. Voilà. On va l'écrire ici. J'ai ma liste, ça va me renvoyer le résultat de reverse sur ma liste L. Voilà. Voilà. Donc je saisis mon texte, il m'a affiché l'affichage intermédiaire et le résultat ici. Bon, ça c'est pas beau, faut pas faire ça en vrai. Et voilà. Et donc là on a vu à peu près tous les concepts qu'il y a dans la programmation fonctionnelle avec Haskell. Il y a plein d'autres choses qui sont faites en Haskell en utilisant ça. Notamment ces types ici, ces classes de types, ça permet de faire plein de structures qui sont très, très jolies théoriquement et très puissantes en pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.